On ne va pas se mentir avec ce soir autour de la table Laure de la Rodière. Bonsoir. Bonsoir Audrey Pulvar. Député Les Républicains d'Eure-et-Loir. Merci d'être des nôtres. Danielle Simonet est là également. Bonsoir, conseillère de Paris, coordinatrice nationale du Parti de gauche. Merci à vous d'être là. Arnaud Champremier-Trigano, ça fait très longtemps que vous n'êtes venu, Arnaud. Vous me manquait. Non, pas du tout. Vous nous avez manqué aussi. Pas présenté. Bienvenue, directeur de Mediascope. Merci d'être des nôtres. Et Gaspard Koenig, toujours content de vous recevoir. Vous aussi, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu, Gaspard. Bonsoir Audrey. Vous faites des infidélités, je vous vois sur d'autres antennes, je vous suis. Président du think tank Génération Libre, on ne vous en veut pas évidemment. Dans Génération Libre, il y a libre. Oui, comme son nom l'indique. On va commencer par parler de la baisse du chômage. Une bonne nouvelle, enfin, depuis le temps que l'exécutif l'attendait. 3 mois d'affilée de baisse du chômage, ça y est, on y est. Et quelle baisse! En mars, le nombre de chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont exercé aucune activité, a baissé de 60 000 inscrits, le meilleur chiffre depuis 2000. En 3 mois, ce sont 49 500 demandeurs d'emploi qui sont sortis des statistiques de Pôle emploi, en tout cas de la catégorie A. Recul également de 8 400 pour les chômeurs ayant eu une petite activité. Alors ça, c'est pour la bouteille à moitié pleine. Pour la bouteille à moitié vide, il y a le niveau restant très élevé du chômage en France, avec 5 750 000 chômeurs sans activité ou avec une faible activité, quand on prend l'ensemble du territoire, outre-mer compris, et 2 480 000 chômeurs de longue durée. Nos efforts portent leurs fruits, dit-on au gouvernement. Écoutez Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Cette reprise alimentée par des mesures gouvernementales, je pense au pacte de responsabilité, au CICE, qui ont été mises en place depuis le début du quinquennat. Mais cette reprise est aussi aujourd'hui amplifiée avec l'aide embauche PME. Le plan 500 000 formations également se met en place progressivement et viendra bien sûr accompagner ces évolutions favorables, puisque nous avons signé 12 conventions avec les régions et nous voyons bien les prescriptions en formation commencent à être prises. Et nous souhaitons bien sûr investir sur les formations où il y a de l'emploi, bien sûr. On entend donc parler d'emploi aidé. Lors de la Rodière, l'inversion de la courbe du chômage, c'est maintenant ? Oh, non, je ne crois pas encore. C'est pas encore maintenant. Mais d'abord, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont retrouvé un emploi. Et je suis vraiment très contente qu'il y ait enfin quelques bons chiffres sur le front de l'emploi. Il y en a aussi quelques mauvaises, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu un transfert vers d'autres catégories, puisqu'on dit que ceux qui sortent de l'indemnisation du chômage ont en revanche augmenté. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle et il faut aussi bien sûr penser à eux et s'occuper d'eux. Notamment, on voit que les allocataires du RSA continuent à augmenter. Il y a dans mon département, en tout cas, plus de 20% de personnes qui touchent le RSA depuis 2012. C'est beaucoup trop, c'est énorme. Et quand il y en a 20% on cumule de à la plus fois les 2012, chômeurs, vous voulez dire, il y en a 20% de plus qu'en 2012. Et quand on prend à la fois les chômeurs et les allocataires du RSA, on voit que la situation économique du pays n'est pas encore satisfaisante. Donc l'autosatisfaction du gouvernement est un peu indécente. Je trouve quand même, il faut qu'ils soient extrêmement prudents et surtout qu'ils ne nient pas ça complètement avec leurs actions, puisque on a tous les signes extérieurs qui sont favorables à la croissance. Le pétrole bas, le faible taux d'intérêt, l'euro bas, qui fait que normalement ça devrait repartir beaucoup plus vite, comme dans tous les autres pays. Et c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. On constate pas ça parce que finalement, il n'y a pas encore une confiance suffisante des chefs d'entreprise dans le gouvernement pour investir en France, pour embaucher en France, pour y aller, pour libérer les énergies. On est très loin du compte. Danielle Simonet, réussite en trompe-l'œil, bon chiffre en trompe-l'œil? Mais oui, hélas, puisque vous avez cette vase communicante où les 66 000 demandeurs d'emploi en moins en catégorie A réapparaissent à 51 000 en catégorie B et C. Vous avez aussi un nombre de chômeurs en moins parce que vous avez les départs en formation. Et finalement, on est dans une situation qui ne s'améliore pas concrètement pour la vie des gens. Et donc je trouve que vraiment ce gouvernement, oui, est indécent. Parce qu'on ne joue pas avec la souffrance des gens. Et on aurait vraiment envie de leur dire, et oh, le gouvernement, le chômage, la situation, elle est toujours aussi catastrophique. Et catastrophique parce qu'on a aussi un chômeur sur deux
qui ne touchent pas d'allocation. Vous parliez des allocataires RSA et des allocataires, notamment de l'allocation adulte handicapé. 1 sur 2 aussi n'est pas comptabilisé par les chiffres du chômage. Donc on est vraiment dans un tripatouillage des chiffres du chômage, parce que vous avez aussi de plus en plus de personnes qui ne sont plus comptabilisées, qui sont éjectées pour diverses raisons. Mais on sait qu'il y a aussi des mesures administratives qui sont mises pour sous-estimer, sous-évaluer ces chiffres du chômage. Donc voilà, la situation, elle est vraiment très difficile. Et celles et ceux qui nous écoutent le savent, pour être très nombreux à la subir. Gaspard, je disais tout à l'heure, quand on entendait Muriel El Khomri, elle parle surtout d'emploi aidé, de formation, d'aide à l'embauche PME, etc. C'est pas de la création nette d'emplois. Mais surtout, ce qui était frappant dans ce discours, c'est qu'elle se félicitait de mesures qui sont toutes, sans exception, des mesures de subvention aux entreprises. Que ce soit le CICE, le parc de responsabilité ou cette aide à l'embauche dans les PME. C'est pas comme ça qu'on fait marcher une économie en subventionnant l'entreprise. Et c'est d'ailleurs absolument pas ce qui était dans le programme original du PS. Mais c'est ce que demandent beaucoup de responsables des chefs d'entreprise. Mais le problème, c'est que vous leur mettez l'impôt le plus haut d'Europe d'un côté, l'IS, et de l'autre côté, évidemment, comme ils sont étranglés, vous n'arrêtez pas de les saupoudrer de subventions pour essayer d'aiguiller leur comportement à l'embauche, à l'investissement dans l'innovation, etc. Ce qui est une logique une vision totalement planiste de l'économie. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va proposer, par exemple, on va sortir une note prochainement en disant vous allez supprimer d'un côté 70 milliards de subventions aux entreprises, parce que les subventions aux entreprises, aujourd'hui, c'est 120 milliards. Je compare ça avec le RSA qui est 10. Énormément, les entreprises sont gavées de subventions dans notre pays. Donc d'un côté, vous enlevez les 70 milliards, notamment par des exonérations. Et de l'autre côté, vous enlevez, disons, la même somme en IS. C'est-à-dire que vous redonnez aux gens la possibilité, vous les laissez vivre. Vous leur donnez la possibilité d'avoir une fiscalité correcte et ensuite d'embaucher selon les besoins de leur secteur et non pas pour remplir tel formulaire et pour toucher mais en réclamant des contreparties ou en comptant sur leur bonne volonté. Et avec zéro contrepartie, parce que c'est précisément, bien sûr, et bien sûr, parce que là on mélange tout, ce cri du cœur. On mélange tout. Surtout ne forcez pas les entreprises à embaucher. Ni subvention, ni impôt. C'est précisément les laissant faire. À chaque fois que vous mettez des carcans, à chaque fois que vous mettez des contraintes administratives, à chaque fois que vous mettez des contraintes sur l'embauche, chaque fois que vous mettez des contraintes sur les licenciements et tout ça, vous empêchez la créativité des gens, vous empêchez de libérer les énergies. Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a des innovations partout et en fait, en France, on n'arrête pas de brider tout. Mais arrêtons d'avoir ce raisonnement-là. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché dans le passé, ça ne marchera pas à l'avenir. C'est comme ça qu'on ne fera pas redémarrer la France. Vous défendez des modèles qui sont dépassés. Arnaud Champremier Tricanon, on vous a pas entendu, Arnaud. Petit emballement général. Ramenez revenons un peu calmement sur les sagesse et de paix. Une des difficultés, c'est qu'en fait, maintenant, on suit au mois le mois. Or, ça ne veut rien dire au mois le mois. Là, on s'emballe parce que... Là, on parle de 3 mois quand même. Voilà. C'est un trimestre. Mais on est quand même sur une focalisation sur des courtes périodes. Or, on est à moins 0,2%. Alors que sur une année, on est à plus 3% de chômeurs. Donc c'est sur ces chiffres, sur ces masses-là, en fait, que doit porter notre attention. De toute évidence, il n'y a pas de baisse du chômage, voilà, réel, enfin, globalement. Le pari de Hollande est un échec et on voit bien comment on va réussir à tripatouiller un peu les chiffres à la dernière minute, mais c'est pas sur ça. 60 000 sur 5 750 000, effectivement. Voilà. C'est très bien pour les 60 000 qui sont concernés, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas, d'autant que c'est beaucoup de transferts sur d'autres catégories, puisque les BSC ont continué à augmenter. Donc on est dans cette situation. Moi, je ne suis pas choqué par les emplois aidés. C'est-à-dire que l'État, que le collectif se substitue parfois quand l'économie est à ce point contractée, comme elle l'est aujourd'hui, où on hésite à consommer, on hésite à investir, on hésite parce qu'on a une peur. Alors pour vous lisez ça, juste, je termine. J'ai bien noté que vous vouliez arrêter de donner des aides aux entreprises et j'en prends bonne note. Mais si vous voulez, je pense que l'État, que le collectif, à un moment donné, se substitue et permet de recréer de l'emploi, même si c'est de l'emploi aidé. Mais le coût de chaque emploi est exorbitant. Mais le coût d'un chômeur est de plus en plus exorbitant. Donnons aux gens de l'argent pour vivre au lieu de faire semblant de leur donner un emploi qui ne sert à rien. Moi, je me rappelle d'avoir visité le métro de Yerevan il y a 5 ans. Parce qu'il y avait un nouveau financement du métro de Yerevan. Et il y avait 2 petites dames à chaque bout de l'escalator, comme à Moscou d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui regardaient si tout se passait bien. Et alors je demandais au directeur de la compagnie, mais
sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'il y a des accidents? Il dit ah non, mais on ne sait jamais, hein. Si elles n'étaient pas là, il pourrait y en avoir. Et c'était comme ça qu'on créait de l'emploi aidé. C'était ça qui est humiliant pour les gens. Moi, je défends à la fois. C'est vraiment une caricature. La comparaison avec l'URSS est un exemple de subtilité. Je parle de l'Arménie. Et c'est pour ça que je suis à la fois en faveur d'un revenu universel, c'est-à-dire est-ce qu'il faut donner de l'argent aux gens pour survivre? Oui. Absolument, ça c'est la politique sociale et ça c'est le rôle de l'État. Mais ensuite, s'agissant de l'économie, vous fixez le cadre et vous laissez les choses se faire tranquillement. Daniel Simonet. Oui, alors évidemment, ce revenu universel défendu par les libéraux se fait moyennant quoi? Pas seulement. Non, mais dans la version des libéraux, eh bien, c'est quoi? C'est en échange de la suppression totale des obligations de cotisation pour le patronat, avec évidemment des droits au chômage et des droits à la retraite. Vous n'avez pas lu puisque ça n'a rien à voir avec l'assurantiel. C'est uniquement ce qu'il faut bien voir, c'est que le bilan du CICE est égal à moins 3%. Voilà. Finalement, on a donné sans aucune contrepartie plus de 40%. Vous oubliez que quand Hollande est arrivé au pouvoir en juillet 2012, on a augmenté d'abord de 30 milliards d'euros les impôts sur les entreprises et la fiscalité. Donc après, le CICE n'est revenu qu'en déduction de l'augmentation qui avait été faite massivement. N'oubliez pas ça quand même, c'est important. Alors, parce que ce n'est pas un cadeau, comme vous dites, de 40 milliards sur les entreprises. Demandez aux entreprises réellement quel est le bilan total sur les prélèvements, sur les impôts et sur le CICE. Vous verrez que vous n'y arriverez pas aussi. La fin de la phrase de Daniel. Le bilan de ces 40 milliards d'aides sans aucune contrepartie et qui est allé surtout dans la poche des actionnaires, parce que ce sont les entreprises du CAC 40 c'est vous, et les pas actionnaires. les petites si vous avez de l'argent à la banque, c'est vous l'actionnaire. Les TPE, les PME qui ont perçu ces aides, eh bien ça a été un résultat nul. Il n'y a pas eu de création d'emplois consécutive à ces 40 milliards et sur un an, on est toujours avec une hausse du chômage de 3%, c'est-à-dire une situation catastrophique pour une grande partie des Françaises et des Français. Et la bascule de la catégorie A à la catégorie B et C, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a environ 50 000 personnes qui trouvent des petits jobs. C'est pas un vrai retour vers un emploi stable. Et donc, quand on prend en modèle la situation de l'Allemagne, est-ce que nous souhaitons, eh bien, certes, bidouiller les chiffres du chômage, mais pour avoir une situation de précarité totalement généralisée? Voilà le chemin qui est en train d'être pris. Un mot d'Arnaud Champ-Premier Trigano. Vous aviez une approche plus libérale en disant qu'il faut libérer les énergies, ne pas coincer les entreprises, mais ça a été tenté aussi. Ça fait pas si longtemps que ça. Non. À Sarkozy, il l'a pas fait. Non. À Sarkozy, il l'a pas fait. Bah non. Non. Je suis désolée. On vous appellera. Hein. Non, il a fait des choses bien. Je suis d'accord avec vous. Non, mais il n'a pas libéré. Est-ce qu'il est revenu sur les 35 heures? Est-ce qu'il est revenu sur les 35 heures et la durée légale du travail? Donc il n'a pas suffisamment libéralisé, c'est ça? Bien sûr. Parce que moi, je pense que en fait, mais c'est pas une question d'être libéral ou pas. Je suis pas aussi terminer un tout petit peu les autres. Un tout petit peu. Juste pour parce que comme on commence juste le débat, là, vous voyez bien qu'il y a un petit souci sur comment on termine. Le balancier entre keynésiens, libéraux, voilà, qui revient, commence à s'essouffler. Je pense que la piste du revenu universel que vous évoquez, sur lequel nous ne serons pas d'accord sur le montant, mais qui est une vraie solution, de voir comment effectivement l'État peut subvenir aux moyens, est une piste qu'il faut commencer à explorer. C'est-à-dire que les solutions, qu'elles soient libérales ou socialistes, aujourd'hui ont des difficultés face à la mutation de l'économie. Je pense qu'il faut... Alors, on aura le même débat autour du revenu universel, vous et moi, parce qu'il y a des clivages droite-gauche qui subsistent, et on a une approche différente, mais en tout cas, je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faut essayer de chercher... Et je vais même aller plus loin, quand on parlait des petits jobs et du fait que la reprise est essentiellement sur les jobs à temps partiel ou les mini-jobs pour l'Allemagne ou les zéro-hour jobs au Royaume-Uni. Il faut différencier la précarité de ce qui est une vraie tendance de fond. D'ailleurs, j'écoutais sur la télé de Nuit debout un débat où certains disaient « Ah, il faut absolument revenir au salariat, aux droits des salariés, etc. » et où d'autres disaient « Et si on pensait à la... » je cite le terme, à la précarisation choisie. Et en fait, dans la mutation des formes de travail, voilà, on arrive à un monde où les gens seront plus autonomes par rapport au travail qu'ils choisissent et où effectivement les gens pourront cumuler des activités, pas seulement par défaut, mais aussi parce qu'ils l'auront choisi, parce que ce sera une manière pour eux de s'émanciper personnellement. Et donc, dans ce cadre-là... Ça existe déjà dans plein de secteurs. Et c'est déjà le cas. Mais le problème, c'est que nos régulations ne sont pas faites. Absolument. Et qui sont très fragilisées. Et donc finalement, ce débat sur le chômage versus emploi salarié nous paraîtra fort obsolète dans 10 ans. Et des solutions telles que le revenu universel permettent de s'adapter et d'assurer la transition vers ces nouvelles formes d'emploi et d'éviter précisément qu'elles ne se transforment en précariat subi.
Merci pour cette splendide transition sur la question des intermittents, cher Arnaud et cher Gaspard. Mais on va en parler après la pub, au début de notre deuxième partie dont on ne va pas se mentir. À tout de suite. Deuxième partie dont on ne va pas se mentir. Le débat a continué pendant la pub et nos invités s'inquiétaient de ne pas avoir assez d'énergie pour le continuer maintenant à l'antenne, mais je compte sur vous. On parlait juste avant la coupure des intermittents qui restent mobilisés. La représentation de Phèdre n'a pas eu lieu ce soir au théâtre de l'Odéon à Paris. Il aurait fallu jouer sous la protection des forces de l'ordre et cela, la direction de l'Odéon ne pouvait pas l'accepter. Les intermittents, rejoints par un petit groupe de nuit deboutistes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et par des étudiants, sont partis du théâtre de l'Odéon pour se rendre à la Comédie Française. Ils ont fait éruption sur la scène de la Comédie Française, où là aussi la représentation a dû être annulée. Quelques images ont été saisies par un militant qui n'était pas là par hasard, un certain Olivier Besancenot. Sur la scène donc de la Comédie Française, il nous arrive parfois, nous journalistes, de vous montrer des images que nous sous-titrons images fournies par la direction des Républicains ou du Parti Socialiste pour les meetings par exemple. Et bien là, c'était images fournies par Olivier Besancenot. Ces intermittents, la question de l'indemnisation des intermittents, c'est un serpent de mer qui revient quasiment chaque été. Bon, là, il revient pour les négociations de l'assurance chômage. Lors de la Rodière, vous parliez tout à l'heure d'un ancien monde qui ne fonctionne plus. Ça fait partie, ce système d'indemnisation, de quelque chose qui ne fonctionne plus, qui va falloir abandonner ? Là, c'est plus généralement la politique culturelle en France est très spéciale. C'est normal moi je trouve normal que l'État dépense de l'argent pour la culture. C'est extrêmement important. C'est un ciment de la nation. C'est une ouverture sur le monde. C'est une histoire et un avenir à protéger. Enfin, tout ça, c'est normal que l'État dépense de l'argent là-dessus. En revanche, aujourd'hui, on a un budget de la culture qui est peu ou prou sanctuarisé. Et puis après, on a des niches fiscales très nombreuses. Après, on a un financement de l'audiovisuel et du cinéma qui ont des exceptions culturelles. On a aussi les intermittents qui ont un statut très particulier et qui finalement sont un financement particulier de la culture. Parce que par le biais de ce financement très spécifique, ça fait que les spectacles coûtent moins cher, que les villes peuvent acheter des spectacles à meilleur prix. Et tout ça fait qu'on a aucune visibilité finalement du budget consacré à la culture et on a des espèces d'exceptions partout qui rendent le financement de la culture et la politique culturelle diluées dans une entente droite-gauche qui m'a toujours étonnée. Moi, j'ai toujours été étonnée à l'Assemblée nationale que la politique culturelle, les députés qui suivent la politique culturelle, que ce soit à droite et à la gauche, épousent les mêmes discours. Peu ou prou, c'est ça. Et on défend les mêmes niches fiscales, et on défend les intermittents du spectacle, et on défend toutes ces exceptions culturelles. Moi, je préférerais un budget de l'État de la culture qui soit affiché tant que tel et qui finance l'ensemble, sous forme de subventions aux collectivités, l'ensemble des spectacles et qu'on n'ait pas un statut spécifique pour les intermittents du spectacle. Il n'y a pas de raison parce que finalement, c'est des subventions indirectes par ce biais-là, qui sont donnés à la culture. Je préfère que les collectivités achètent leur spectacle le prix qu'il vaut et que, comme ça, il n'y ait pas... Elles sont déjà bien du mal, les collectivités, avec justement la baisse des dotations. Qu'il y ait un vrai budget, que l'argent qu'on met, qu'on soit beaucoup plus clair et beaucoup plus transparent, que l'argent qu'on met sur les intermittents, sur les niches fiscales, sur les exceptions culturelles diverses et variées, qu'on les mette au budget de l'État et qu'il y ait des subventions aux collectivités pour le faire. Danielle Simonet ? Non mais de quoi on parle ? Le statut des intermittents du spectacle, c'est quoi ? C'est lorsque vous travaillez de façon discontinue, on vous garantit une protection sociale, et c'est une protection sociale collective qui est organisée. D'ailleurs, le statut des intermittents du spectacle devrait être étendu à toutes celles et ceux qui ont justement une situation de discontinuité dans l'emploi. Or, on remarque
qu'au moment où on a la loi El Khomri, qui finalement veut étendre la logique des CDD au CDD et précariser l'ensemble des contrats de travail, et bien dans ce même temps, on a le patronat, dans le cadre des négociations sur l'assurance chômage et au niveau des intermittents, veut non seulement remettre en cause le statut des intermittents, mais également fragiliser considérablement la situation des droits des chômeurs issus de CDD. Voilà la logique dans laquelle on est. Il faudrait au contraire, et c'était un de leurs slogans, de l'argent il y en a, nous voulons de nouveaux droits. Eh bien je trouve qu'il est très bien trouvé. Il faut au contraire permettre de garantir, pour toutes celles et ceux qui ont une situation de discontinuité dans l'emploi, d'avoir cette assurance collective garantie. Discontinuité structurelle. Exactement. Alors c'est structurel dans le milieu de la culture, mais c'est également, hélas, en situation de développement dans tout un tas de secteurs. On pourrait faire des groupements d'employeurs. C'est pas sûr que ça soit si structurel dans la culture. On l'a aussi. C'est pas des statuts, c'est plus des statuts d'indépendants. Je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément des statuts de salariés, mais c'est pas forcément structurel dans la culture. On a organisé par les intermittents, par le statut de l'intermittence, le fait que ça soit pas structurel. On pourrait avoir des groupements d'employeurs pour pouvoir assurer une continuité d'action dans le domaine de la culture de façon beaucoup plus efficace que ça ne l'est aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est quand même pas efficace aujourd'hui. Pardon, c'est pas le statut qui crée ça. Le statut est une réponse à cette situation. C'est créé en 1936 quand le cinéma commence à se développer en France et où on s'aperçoit qu'en fait la durée d'un film fait qu'effectivement il y a une fragmentation du temps de travail. Donc ça répond à cette urgence-là. Ce qui se passe, c'est que le cinéma a continué à se développer, mais que la télévision aussi est arrivée. Elle est pour beaucoup dans la crise aujourd'hui du statut parce que de la même façon. De la scène également, le théâtre, les troupes. Mais la télévision, c'est un phénomène nouveau et assez massif. Et du coup, c'est venu s'ajouter au théâtre existant. Et souvent, les troupes peuvent organiser quelque chose de plus salarial. Et puis, du cinéma. Notons quand même qu'avec ce statut tant décrié, on a sauvé le cinéma français avec les lois sur l'exception culturelle. Mais le cinéma italien, qui dans les années 60-70 était florissant, il n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cinéma en Europe. Donc, si vous voulez, c'est un régime qui a permis quand même de sauver un pan de notre culture nationale qui participe du rayonnement de notre pays. Pas d'accord, Gaspard. Non. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais d'abord, quand même, pour savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que je ne pensais pas que ça allait faire débat. La Cour des comptes dénonce effectivement ce qu'elle appelle la permittence, c'est-à-dire le fait que un certain nombre d'intermittents qui devraient être salariés sont gardés intermittents parce que c'est plus commode pour l'employeur. Mais ça, c'est une parenthèse. Souvent en télévision, d'ailleurs. D'abord, je trouve que j'ai peu de sympathie pour les gens qui interrompent les spectacles au nom de la culture. Et en plus, je trouve qu'occuper l'Odéon, ça ne nous rajeunit pas. Moi, mes parents occupaient l'Odéon en mai 68. Ils pourraient quand même trouver des symboles un peu... C'est pour ça que vous avez fait un think tank libéral une génération après. Tout à fait. Mais vous savez... Retour de Balancier. Mais vous savez quoi, les conflits de famille. Vous savez quoi, la révolte n'est pas franchement là où on le croit. Et beaucoup de ceux qui se croient rebelles aujourd'hui ne font que répéter des vieilles anciennes. Comme vos parents. Copiez vos parents, j'ai bien compris. Alors, donc, ensuite, je suis finalement un peu d'accord avec vous deux, parce que ce statut des intermittents, en même temps, reflète effectivement l'ancien monde qui fait qu'il y a 1 milliard de déficit, que ce déficit est financé par l'impôt ou par la dette et qu'on ne sait pas où ça va et que bien naturellement, les gens en ont marre de payer pour les autres, etc. En effet, sur le financement, nous on a sorti une note sur le financement du cinéma en disant arrêtons ce massacre qui n'encourage pas la diversité culturelle, et ça a été noté par un certain nombre d'études, qui en fait engraisse les grands acteurs français, voire les acteurs américains qui viennent tourner en France pour avoir la déduction d'impôts, et faisons plutôt par exemple un chèque culture, c'est vous prenez le même budget, puis vous le donnez aux gens, et donc c'est les gens eux-mêmes qui choisissent les spectacles qu'ils veulent subventionner, si vous voulez, au lieu d'avoir une logique toujours par le haut, où c'est le ministre qui décide, et le copain, et le machin. Tout pour les ch'tis. Et voilà. Justement, je pense qu'il faut que les gens ne sont pas si bêtes et qu'ils sont eux-mêmes capables de choisir ce qui culturellement les enrichira. Mais je trouve également, et là je serais plus d'accord avec vous, chère madame. Oh, vous m'inquiétez. Oui, je dis ça pour vous. Je dis ça pour vous embarrasser, pour vous faire frémir. Les lignes se brouillent au fil de l'émission. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant, et elle se crispe. Qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce statut qui, en effet, permet d'assurer une certaine continuité sur des jobs qui sont, eux, très discontinus. Au point que 2 personnes, à ma connaissance, et je les cite en toute objectivité, Jacques Attali et Nicolas Colin, je suis de plus en plus inquiète, là. Proposent d'élargir ce statut d'intermittent en disant, finalement, nous avons là quelque chose qui, modulo de toutes ces imperfections, déficits, etc., pourrait construire une sorte de socle de sécurité pour ce monde post-salarial vers lequel nous nous dirigeons. Dont il rêve.
Et nous avons par exemple sorti une note qui s'appelait le statut de l'actif, où nous expliquions comment donner des droits aux actifs qui sont ni des véritables indépendants entrepreneurs, ni évidemment des salariés. Et donc, c'est à la jonction, ce statut est à la jonction de deux mondes. L'un, le monde fait d'intervention étatique et de déficit, et l'autre fait de statut plus flexible, plus inventif. Le rêve d'Atali, des auto-entrepreneurs VTC, ubérisés. Mais le rêve de beaucoup de gens aussi, tout simplement. Et donc, non, je crois que personne ne rêve d'un monde de précarité généralisée. Alors, ça c'est votre monde, mais non, je crois que vous retournez toujours là-dessus alors que on avance un peu avec un autre conflit, c'est celui de la SNCF. Moins de 30% de grévistes selon la direction de la SNCF aujourd'hui, plus de 50% selon les syndicats. Le trafic a été fortement perturbé. La mobilisation des cheminots contre la réorganisation de leur temps de travail a de toute façon beaucoup marqué la journée. C'était une grève massive d'avertissement, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT. La question est finalement presque la même que pour nos deux précédents sujets de discussion. Est-ce que l'ancien monde résiste difficilement à la modernité ou est-ce que ces salariés ont bien raison de défendre leurs acquis ? Je crois que la réponse pour ce qui vous concerne est dans ma question, Daniel Simonet, mais je vais vous écouter quand même. Ou alors je dirais déjà, j'aime pas trop le mot modernité que vous donnez parce que cela voudrait dire qu'il est ringard de vouloir des acquis. Alors que je pense qu'il n'est absolument pas du tout moderne de vouloir que les femmes et les hommes travaillent dans les situations d'il y a 50 ans, voire du siècle dernier. Ce qui est en train de se passer à la SNCF est extrêmement étroitement lié aussi avec la loi El Khomri, puisqu'en fait le gouvernement, en même temps qu'il y a la libéralisation du fret ferroviaire, avec le nouveau paquet fret ferroviaire imposé par l'Union européenne, c'est-à-dire la mise en concurrence de la SNCF et des transports, eh bien on est en train de vouloir imposer un espèce de socle minimal de droits sociaux pour les cheminots, et puis le reste doit se négocier. Résultat, le reste c'est quoi ? C'est une situation de régression au niveau des droits des cheminots par rapport à la situation actuelle, et on laisse la négociation avec le patronat. De la même manière qu'avec la loi El Khomri, on inverse la hiérarchie des normes. Au lieu de garantir les mêmes droits à tout le monde avec leurs conventions collectives, on les renvoie à des négociations entreprise par entreprise pour leur faire perdre leurs droits, comme si une dégradation des conditions de travail des cheminots allait améliorer la qualité du transport public pour les voyageurs, au moment où, au contraire, on supprime les lignes de TER. Donc, ils ont raison, les cheminots. Et si on est attaché, justement, et contre la fermeture des petites lignes, eh bien, il faut les soutenir. Je vous entendais, mais pas du tout la conclusion. Moi, j'ai envie qu'on garde presque désespéré lors de la rodure. Oui, j'ai envie qu'on ait demain une grande société de transport ferroviaire en France, qu'elle puisse développer ses services dans les autres pays européens et qu'elle puisse gagner à l'ouverture de la concurrence. En fait, le débat est là. C'est est-ce qu'on permet, avec la loi 2014, on permet à la SNCF d'adapter les statuts des cheminots à l'ouverture de la concurrence qui va avoir lieu en 2018, en 2019, selon les lignes françaises. Moi, j'ai envie que la SNCF gagne. J'ai envie qu'elle gagne en Europe. Si on ne permet pas à la SNCF de faire évoluer les statuts cheminots, on ne la rend pas compétitive en matière de gestion du personnel, en matière d'horaire de travail, de flexibilité, de souplesse par rapport aux autres concurrents européens. Le débat, il est là. Donc, soit on est dans une attitude à la CGT, la CGT quand même réclame aujourd'hui pour la SNCF 32 heures. Il faut le dire, ça n'a pas été dit. La CGT dit, hop, allez, passons aux 32 heures. C'est complètement à contre-courant. Donc, soit on a une attitude à la CGT qui est plutôt mourir qu'évoluer. Moi, je suis plutôt évoluer que mourir. Voilà. Alors d'abord, il faut quand même marquer ce jour d'une pierre blanche. C'est très important et c'est formidable ce qui est en train de se passer. Parce que ça veut dire qu'en fait, on reconnaît que ça y est, c'est bon. Pour la première fois depuis 1937, c'est extraordinaire, il va y avoir plusieurs sociétés de transport de passagers qui seront en concurrence. Et c'était déjà le cas pour le fret, et maintenant, ça sera le cas pour le transport passager. Et ça ne peut être que formidable, parce que vous allez voir forcément, si la SNCF est la meilleure, si elle propose les meilleurs services... Il faut qu'elle soit la meilleure. Non, ça, je ne dis pas ça. Si elle est meilleure, elle n'aura pas de problème. Elle continuera à garder cette situation monopolistique. Et si elle n'est pas la meilleure, ce sera probablement le cas. Eh bien, on verra se développer des innovations dont nous n'avons même pas idée. Quel sera le train demain ? Est-ce qu'il y aura des trains personnalisés qui vous amèneront de gare en gare ? Est-ce qu'on fera du co-traînage, qu'on a du covoiturage ou du co-avionnage ? Sans doute pas, peut-être pas, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces innovations n'apparaîtront pas
si on laisse une société en situation de monopole, que ce monopole soit d'ailleurs privé au public et que la concurrence est toujours bénéfique parce qu'elle force les gens à repenser, à se réinventer. Donc ça c'est assez important ce qui est en train de se passer dans le cas de la SNCF. Et vous rendez-vous compte quand même que la SNCF a réussi à obtenir l'interdiction des lignes de bus, mais on rêve, jusqu'à très récemment la loi Macron. Et voyez l'engouement que la légalisation du bus, on va dire la légalisation du bus, c'est-à-dire vous imaginez les conséquences pour notre écosystème. On est en train de faire progresser les bus au mépris du train. J'imagine. Alors d'abord, mais ça dépend. Mais si les gens préfèrent le bus, effectivement, le bus progressera au dépit du train. Eh bien non, parce que c'est précisément la jonction de toutes ces prises de décision individuelles qui produiront l'écosystème optimal. Là, aujourd'hui, les gens, ils prennent le bus, mais les gens, ils sont ravis parce que figurez-vous que les gens qui habitaient dans des petits bleds où le train passait plus, où plus rien ne passait, pourquoi il passait plus le train dans les petits bleds? Mais parce qu'on ne veut pas ruiner la collectivité. Alors on préfère ruiner le climat en développant des bus. Mais non, parce que demain, les bus seront électriques, etc. Voilà. Et deuxième chose... D'ailleurs, l'électricité ne pollue pas. Et deuxième chose que ça reflète, en effet, et ça vous l'avez dit, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, puisque ce contre quoi protestent les cheminots, c'est l'idée, Orescus ou je ne sais plus quoi, référence, incroyable, les salariés allaient pouvoir décider eux-mêmes d'un certain nombre de règles dans leur entreprise sans être liés par un syndicat non représentatif et à une centrale qui ne connaît pas où dire. Trigano. Ce qui est bien, c'est que les positions sont vraiment tranchées. Je connais un ministre qui dit « je ne suis ni de droite ni de gauche », mais ce soir, on a des gens qui sont de droite et des gens qui sont de gauche. Et c'est plutôt... Si la droite n'a jamais rien libéralisé dans ce pays. C'est plutôt rassérénant. Bon, l'économie, oui, quand même. Arnaud Champremier, Trigano. Alors, en France, on a du service public. Voilà. On a dans la santé, dans l'éducation. Le transport fait partie d'un service que la collectivité offre à tous. Comme Blablacar, par exemple. De se déplacer. Comme Blablacar. Vous regrettez que l'État n'ait pas... Mais évitez le blabla, laissez-moi finir une démonstration. J'écoute religieusement vos démonstrations libérales, les unes après les autres. Écoutez juste un petit peu. Donc, si vous voulez, voilà. Donc ça, c'est notre modèle. Et ça s'est construit durant des siècles, au prix de lutte des salariés qui ont obtenu des avantages et des protections. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence est en train de déréguler ça et que, très clairement, tout se nivelle par le bas pour les salariés. Et y compris pour les usagers, puisqu'on l'a vu quand il y a une libéralisation des chemins de fer, comme ça a été le cas en Angleterre sous Thatcher, il y a eu des accidents en pagaille parce qu'il y avait des économies faites sur l'entretien. Il y avait des accidents en Angleterre qu'en France, je l'attendais celle-là. Oui, d'accord, sauf que combien il y a eu d'accidents dans les années 80 ? Bon, voilà, ça a explosé, ça a complètement explosé. C'est-à-dire, il n'y avait plus qu'en Angleterre que les trains déraillés, parce qu'il y a des économies faites dessus. Donc, effectivement, la concurrence n'est pas forcément une bonne chose. Regardez sur la téléphonie mobile, on paye la plus chère alors qu'on est en pleine concurrence. Mais attendez, vous avez vu Free, je veux dire, Free, c'est quand même la concurrence qui a permis à Free d'émerger. Vous voulez un monde où il y a toujours France Télécom, en fait. Je veux un monde réglementé. Je veux un pays où on a le droit de sanctuariser des secteurs en dehors du marché de la concurrence. Voilà. Je pense que ce qui relève du service public, c'est-à-dire les transports, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'éducation, je pense qu'on peut peut-être libéraliser certaines choses, mais qu'en tout cas, il y a des secteurs comme ça qui appartiennent au bien commun et que je veux continuer à préserver. C'est le cas de la SNCF, enfin du marché du transport sur rail. C'est le cas du transport. C'est le droit à la mobilité. C'est le droit d'habiter dans un petit endroit sur lequel les lignes ne sont pas rentables. Non, je termine. Une question pour vous. Sur lesquelles les lignes ne sont pas rentables. Et pour autant, je continue à bénéficier d'un train qui est un transport non polluant et qui est à moindre coût. Voilà. Le train disparaît en ce moment. Voilà ce qu'on est en train de vous voulez nationaliser Blablacar, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous comprenez. Mais non, mais soit vous dites que le transport est un service public et doit être un monopole d'État, c'est ce que vous venez de dire. Mais c'est comme si vous me disiez, c'est comme si vous me répondiez, vous êtes pour l'école publique, donc vous voulez supprimer les écoles privées. Non, il y a des écoles privées. Si on préfère payer, s'il y a d'autres mécanismes, je veux que l'État, le collectif, offre un service public. Après, ce service public, il peut venir aussi, il peut se créer d'autres choses autour. Regardez le modèle de l'école. Il y a une école publique et puis il y a des écoles privées, il y a des écoles confessionnelles, il y a des boîtes à bac. Voilà, on a le droit d'aller où on veut si on en a les moyens. Parce que c'est ça la différence, voyez-vous. Je vais être assez d'accord avec vous sur certains points.
par rapport à mon voisin, c'est concernant des infrastructures essentielles. Donc la partie infrastructure, le rail, les réseaux, l'accès très haut débit, la fibre partout. En revanche, le service, le faire rouler des trains ou conduire un passager d'un endroit A à un endroit B, pour moi, c'est un service. Et ça, ce service, pour pouvoir faire développer l'innovation, il faut qu'il soit en concurrence. Oui, aujourd'hui, c'est la suppression de certaines lignes. La concurrence aujourd'hui en Europe sépare bien les deux. Et elle dit, la concurrence, je le fais sur le service. Et moi, je pense que la concurrence sur le service, qui doit être encadrée d'un point de vue de sécurité, qui doit être appréhendée dans un ensemble, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être... Ça n'a pas toujours été le cas, mais d'accord. Voilà. Moi, je pense que c'est bénéfique pour pouvoir développer de nouveaux services et avoir des prix plus avantageux. Alors, des nouveaux modèles, en tout cas, qui vont apparaître. Mais les gens le font. Et vous dites quoi, justement? Et on demande, en fait, aux cheminots juste la réponse sur ce point-là, c'est-à-dire s'adapter pour pouvoir adapter leur statut pour que leur société, la SNCF, soit compétitive on ne peut pas changer en cours de carrière, un environnement concurrentiel. Mais vous comprenez bien, c'est fou de changer ces choses-là en cours de carrière, que ce soit pour les intermittents ou pour la SNCF. C'est-à-dire que quand on s'engage dans une carrière, c'est pas des carrières où on progresse beaucoup, mais on sait qu'on a une sécurité de l'emploi et qu'on bénéficie de certains avantages. Comment on peut décider du jour au lendemain de dire que les avantages sur lesquels vous êtes engagé et qui a motivé votre entrée dans ce secteur d'activité, on vous les supprime parce qu'on change les règles. Mais c'est pas des règles à vie. Allez au bout. C'est pas des règles à vie quand même. Quand celui vous avez qui rentre à la SNCF, il peut y avoir des évolutions de votre contrat de travail. Mais il choisit ce métier en fonction de l'offre qui lui est faite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les règles en cours de carrière. On ne va pas vous mettre d'accord sur ce point-là. On ne peut pas faire évoluer la SNCF si on n'est pas capable de dialoguer avec ses salariés pour faire évoluer leur contrat de travail. Comme il ne nous reste que 3 minutes, j'aimerais quand même vous faire réagir les uns les autres sur la question du LuxLeaks. LuxLeaks, c'est pas le nom d'un jeu vidéo ni celui d'un gadget à la mode, mais la dénomination d'un scandale mettant en cause des multinationales et un État, au moins le Luxembourg. 3 Français, dont un journaliste, sont traduits en justice. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir dévoilé 30 000 pages de documents confidentiels qui démontrent comment des grandes firmes multinationales économisent des milliards d'euros d'impôts grâce à la pratique très légale et organisée des rescrits fiscaux. Michel Sapin a annoncé aujourd'hui, a fait part de la solidarité de la France à l'égard d'Antoine Deltour, l'homme par lequel le scandale est arrivé. Gaspard, est-ce que vous êtes de ceux qui réclament plus de protection pour les lanceurs d'alerte? C'est le cas d'Antoine Deltour qui est considéré comme un lanceur d'alerte. Oui, alors à condition qu'elle soit très ciblée. D'abord, je note qu'il y a un certain nombre de protections qui existent déjà, qui ont été construites depuis 2007, au gré de la loi et au gré des affaires, hélas. Je dirais que d'abord, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rappelez-vous les boccia di Leone qu'on voit encore à Venise, c'était exactement ça. C'est des bouches qui étaient dans les murs où les gens mettaient des lettres de dénonciation qui n'étaient pas des lettres de dénonciation anonymes et qui devaient être vérifiées et corroborées. Donc c'était exactement ça. La procédure du lanceur d'alerte, elle existe depuis qu'il y a des fraudes dans l'humanité. En revanche, je dirais que ça doit être quand même, et c'est pour ça, je pense, que la loi ne couvre pas aujourd'hui le cas de ce monsieur, parce que ça doit rester extrêmement ciblé. Pourquoi ? Parce que sinon, on arrivera dans une situation où, en fait, l'État délèguera quasiment ses pouvoirs de police aux citoyens. À Zurich, par exemple, n'importe qui peut passer un petit examen très facile et mettre des contraventions. Mettre des contraventions lui-même. Et moi, j'ai des amis dont la femme de ménage a mis une contravention sur la voiture parce qu'elle était mal garée. Elle a dit « je suis désolée, j'ai fait mon devoir citoyen ». Et je pense qu'on ne veut pas arriver à cette société où chacun, par devoir citoyen, se met à dénoncer tout le monde et à faire appliquer la loi. La police doit rester la police, la justice doit rester la justice. Effectivement, il peut y avoir des exceptions pour les scandales financiers, les scandales alimentaires, les scandales sanitaires, mais attention à Oui, moi je pense qu'il faut au contraire saluer, féliciter, protéger les lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, je trouve totalement scandaleux, inacceptable que le Parlement ait adopté cette directive sur le secret des affaires qui a été quand même votée par à la fois les Républicains, le Parti Socialiste, le Front National, c'est-à-dire tous ceux qui défendent ce système oligarchique financier. Voilà. Et quand on sait que, y compris... J'y étais pas, ne regardez pas. Je vous regarde sans doute voté contre. Les libéraux dénoncent toujours les effets coupables. Au moment où la Société Générale est pris la main dans le sac dans l'affaire de Panama Papers, figurez-vous que c'est la Société Générale qui porte plainte pour diffamation contre Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon, Kerviel et son avocat, c'est totalement inacceptable. Voilà, il faut protéger les lanceurs d'alerte et dénoncer, au contraire, les fraudeurs fiscaux. 15 secondes chacun. 15 secondes de Laure de la Raudière. Assez aligné en fait avec ce que disait Gaspard Koenig. Juste une remarque, c'est que j'ai pas entendu Michel Sapin sur l'affaire Snowden, qui est aussi un lanceur d'alerte majeur. Edward Snowden que la France a refusé d'accueillir. On est un petit peu pro ou anti-lanceur d'alerte quand on est au gouvernement en fonction des sujets quand même. Arnaud Champrenier-Trigano, très vite. Pas grand-chose à rajouter après Daniel Simonet. Peut-être un mot sur Jean-Claude Juncker, qui était quand même Premier ministre, puis ministre des Finances, puis Premier ministre, et qui aujourd'hui est dans la Commission, et qui était au Luxembourg, voilà, et qui donc de fait est au courant de ces affaires, a été couvert et malgré tout maintenu par la coalition dont tu parlais à l'instant. Je m'arrête là. Oui, parce que c'est terminé. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 20h30 sur iTélé. L'info continue sur notre chaîne, évidemment.